9h30 en ce jeudi 13 octobre, bienvenue dans Good Morning Mondial. Sur notre plateau, un constructeur chaque jour et ce matin c'est Opel avec vous Éric Vépierre, vous êtes président de General Motors France, bonjour. Bonjour. Opel qui présente sur le mondial un tout nouveau stand avec de nouvelles ambitions, un stand chaleureux et des produits qui suscitent beaucoup d'intérêt auprès des visiteurs, on le verra tout à l'heure en images. Dans l'actu du jour, nous recevons Rémi Bastien en face de vous, en charge de la stratégie véhicule autonome pour l'alliance Renault-Nissan. Bonjour. Rien que ça, beaucoup de choses ont été dites à l'occasion d'une conférence qui a eu lieu sur le mondial. Alors, ce n'était pas pour le grand public, on a décidé de vous en faire profiter ce matin. Dans l'écho, nous poserons une question épineuse. Y a-t-il encore des jeunes pour acheter des voitures neuves? Avec vous, François Belorger, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert filière automobile chez, alors on dit EY? On dit EY maintenant. EY, au plus court. comprenez Ernst & Young. Nous parlerons dans équipement de la très bonne santé des équipementiers qui apportent une grande partie de l'innovation et de la valeur ajoutée à toutes ces magnifiques nouveautés que vous pouvez admirer sur le mondial. Avec vous, Jacques Mauche, président de la FIEV. Bonjour. Bonjour. Vous nous faites l'honneur d'être présent ce matin malgré un gros mal de dos, je crois. Oui, un petit lumbago. Merci d'être avec nous. Une innovation qui touche bien sûr tous les métiers également de l'après-vente et notamment le métier de carrossier. Les véhicules modernes étant bardés de capteurs et caméras, on découvrira la réalité du métier de carrossier, ce sera dans Les Pros. Et puis en seconde partie d'émission, nous ferons le point sur les nouveaux modes de consommation autour du financement automobile. Alors soyez attentifs, il ne faut pas se tromper dans la jungle du financement auto, c'est dans la conso. Et je vous propose tout de suite l'actu dans Good Morning Mondial. Mercedes qui vole de record en record. Ses ventes mondiales dépassent pour la première fois en septembre les 200 000 livraisons. Au cumul depuis le début de l'année, Mercedes pour simplement la marque à l'étoile, puisque c'est le groupe Mercedes Cars qui regroupe Mercedes et Smart. Donc pour Mercedes, 1 537 921 modèles ont pris la route à travers le monde. C'est une progression de 11,7%. Et c'est encore mieux si on ajoute Smart qui progresse de 20,1% depuis le début de l'année avec 105 695 livraisons. Au Japon, Toyota et Suzuki entament des discussions en vue de nouer un partenariat. Le processus n'en est qu'à ses débuts, c'est ce qu'a précisé Osamu Suzuki, qui est président du conseil d'administration donc de Suzuki, bien évidemment. Je le cite, « J'ai pris contact avec Toyota début septembre, nous allons maintenant démarrer les consultations. Tout doit être encore défini. » Mais enfin, quand il a déclaré ça, il était à côté du PDG de Toyota, Akio Toyoda. Donc on imagine que les discussions sont plus que sérieuses. On se rappelle le contexte au Japon, c'est un contexte de consolidation du marché et des constructeurs. On avait déjà appris ces derniers mois que Nissan a choisi de prendre une minorité de blocage au capital de Mitsubishi. Une nouvelle en provenance du marché russe, c'est pas bon baiser de Russie, non. Le marché russe devrait atteindre 1,3 million d'unités cette année. C'est une baisse de 13 à 14% par rapport au volume de 2015. On peut comparer le marché russe au marché français, donc baisse en Russie, hausse en France. On devrait atteindre en France les 2 millions d'unités cette année. C'est quasiment du tout cuit parce que le mondial, il y a beaucoup de commandes cette année, donc on est absolument ravis. Plus 5,7% sur le marché français. En France, dans l'actu, on va parler essentiellement de l'actu du mondial. Bienvenue à vous Rémi Bastien, vous œuvrez à définir la bonne stratégie pour le véhicule autonome au sein de l'alliance Renault-Nissan. Alors avant-hier sur le mondial, c'est-à-dire mardi 11 octobre, une conférence passionnante s'est tenue sur le sujet qui engage le futur dans le cadre des ateliers de la PFA, donc la plateforme de la filière automobile et mobilité. Alors il n'était pas ouvert au grand public, mais le sujet du véhicule autonome intéresse tout le monde et on entend tout et son contraire finalement. Il y a beaucoup d'amalgames qui sont faits. Qu'est-ce que ça veut dire les véhicules autonomes précisément ? Oui, je crois que vous avez raison, c'est un terme qui est très vague. Sachant qu'il y a des fonctionnalités autonomes d'ores et déjà dans les voitures, le freinage ABS fonctionne sans que le conducteur oui, alors ça c'est connu depuis bien longtemps. Exactement. Bien sûr. Mais dès lors qu'on parle de véhicules autonomes, tout le monde a en tête la délégation de la conduite. Et cette délégation de la conduite, donc, elle peut se faire selon deux grands cas d'application. Le tout premier, c'est avec un conducteur à bord.
Et ça, donc, c'est plus qu'une évolution des voitures d'aujourd'hui, c'est vraiment une révolution, puisque le conducteur, dans certaines conditions, pourra déléguer complètement la conduite à la voiture. Alors, ça démarrerait dans des conditions restreintes, mais très fréquentes, que sont les autoroutes ou voies rapides, d'abord en embouteillage, puis ensuite à grande vitesse. Alors, en embouteillage, ça s'appelle le Traffic Jam Assist, donc l'assistant électronique Alors justement, voilà, ça, vous mettez le doigt sur un point important. Le Traffic Jam Assist, ce n'est pas l'autonomie, c'est une assistance du conducteur donc, qui est déjà en place. Quand on parlera d'autonomie, il s'agira vraiment de délégation complète, mais dans une phase qui est donc restreinte. Alors certains constructeurs sur le mondial ont intégré bien sûr le Traffic Jam Assist sur leur modèle, y compris d'ailleurs le groupe Renault-Nissan. Exactement. Avec... Pas forcément chez Renault-Nissan, enfin je ne sais pas, vous allez nous le dire, mais quand on le déclenche, le Traffic Jam Assist, on a l'obligation, chez certains constructeurs, de poser les mains sur le volant, comme dans un train, comme dans un TGV, toutes les 20 secondes. Est-ce que c'est le cadre légal qui demande cela ? Alors, effectivement, aujourd'hui, le cadre réglementaire, enfin la Convention de Vienne plus précisément, impose que on soit toujours maître de son véhicule. Voilà, que le véhicule soit conduit par un conducteur, un chauffeur, toujours en capacité de garder le contrôle de la voiture. Mais elle n'a pas été modifiée, cette convention de Vienne, récemment ? Elle a été légèrement amendée, justement, pour être conforme à l'état de l'art que représentent les aides à la conduite, que sont l'adaptative cruise control ou le contrôle de la ligne. Mais elle ne permet pas la délégation complète. Exactement. Et ça c'est encore en discussion, plutôt un horizon qu'on va dire après 2020. Donc ça, c'est un premier cas d'application. Le deuxième étant, ce que vous avez peut-être pu voir aussi, qui sont des véhicules à délégation de conduite sans chauffeur. Et là, qui sont les robotaxis. Donc on a ces deux grandes familles qui vont apparaître. Effectivement. Alors ça, ce sont les premiers usages du véhicule 100% autonome. Mais il n'y a pas que les robotaxis. Il y a aussi les véhicules dans les hubs logistiques, par exemple. Donc c'est ça. Donc c'est tout ce qui est navette sans chauffeur, alors qui vont d'abord apparaître dans des sites de vie que peuvent être des campus, qui peuvent être. Il y a une application dans une centrale nucléaire. Il y a aussi le groupe Michelin qui a sur son site industriel de Clermont-Ferrand des navettes autonomes. Voilà, donc ça ce sont tout un tas d'expérimentations dans des conditions relativement sous contrôle, mais qui pourront ensuite se développer sur des centres-villes, par exemple. Alors, ce qui vous intéresse, chers internautes, c'est la question suivante. Le véhicule 100% autonome pour Monsieur Tout-le-Monde, c'est pour quand, Rémi Bastien ? Alors, je pense qu'il faudra un peu de patience si on considère le porte-à-porte depuis votre domicile jusqu'à votre lieu de vacances. On aura, dans un premier temps, surtout, disons, l'apport en gain de temps sur des parcours très fréquents comme l'embouteillage sur autoroute. Oui. Ça va redonner beaucoup de temps dans des conditions qui sont maîtrisées. C'est ça. Après, la délégation totale. C'est un problème d'infrastructure et d'investissement. Les investissements sont très lourds. Oui, et puis quand même de maturité technique aussi pour garantir un niveau de sécurité qui doit être plus de 10 fois supérieur à ce que fait un conducteur à bord d'une voiture. Merci beaucoup Rémi Bastien, on vous libère, vive l'aventure automobile et c'est avec Opel que nous la vivons ce matin. Place à notre invité. Éric Vépierre, président de General Motors France, vous dirigez la marque Opel dans l'Hexagone. Alors, de retour sur le mondial avec une volonté très forte, déployer une image nouvelle pour Opel, marquer les esprits avec un stand innovant et chaleureux. Et je vous propose de le découvrir ensemble avec Thierry Jeunetet, le patron du marketing. On s'est largement inspiré des derniers salons et défilés parisiens. Et ce que vous voyez ici, on le voyait il y a 1 ou 2 ans sur des défilés de grandes marques de luxe. Aujourd'hui, effectivement, c'est matinée de verre, de verdure, de plantes, de fleurs, puisqu'on présente en avant-première mondiale notre Ampera i avec ses 500 km d'autonomie, électricité, écologie, moins d'empreinte carbone. On est présent avec cette signature. C'est ce qu'on voulait pour la marque réchauffer, la différencier, amener quelque chose de nouveau dans l'automobile. C'est un peu du Douanier Rousseau avec du Monty Python. Vous avez vu les animations derrière. Ça nous plaît énormément. On veut amener une communication disruptive avec Opel et je crois qu'on a réussi notre affaire avec ce stand. Le Douanier Rousseau sur le stand Opel, Éric Vépierre. Atterrissons un peu. Le stand est magnifique. Vous avez voulu rendre chaleureuse la marque. Pourquoi ? Aviez-vous un problème auparavant ?
Nous souhaitons moderniser la marque et c'est vrai que quand vous regardez le stand, c'est un stand avec plein de fraîcheur, beaucoup de couleurs et beaucoup d'énergie. Et c'est ce qu'on souhaite en tout cas pour la marque Opel. Et on voit déjà depuis maintenant un certain temps une modification de l'image. Et vous pouvez aussi le voir dans toutes nos communications en termes publicitaires qui ont fortement évolué maintenant. Vous aviez pendant très longtemps des publicités allemandes traduites en français. Et ça ne collait pas tout à fait avec la mentalité un peu latine de notre pays. Donc vous latinisez ? On est une marque allemande, donc ça c'est important. Alors oui, on avait fait une certaine période, on va dire des publicités très allemandes d'ailleurs. Très corporate finalement, européenne. Très corporate. Ouais. Là aujourd'hui, on a notre positionnement, et c'est une marque allemande, mais une marque allemande émotionnelle. Donc ça c'est important pour nous. Et vous pouvez le voir, ça se reflète en tout cas dans nos publicités. Mais aujourd'hui, c'est vrai aussi qu'on a, en termes de publicité, passé sur une autre étape où on essaye vraiment de démocratiser l'innovation. Et en tout cas, c'est aujourd'hui dans l'étape dans laquelle nous sommes en termes publicitaires. Et puis, vous avez axé une grande partie de vos messages sur le stand autour de la révélation ici au Mondial de Paris. L'Ampera i qui a été totalement réinterprétée. C'est une voiture faite pour Monsieur Tout-le-Monde. Effectivement, c'est l'électromobilité accessible à tous, accessible par son utilisation, puisqu'avec 500 km d'autonomie, nous pensons que nous avons résolu le problème majeur de l'électricité en automobile, c'est-à-dire l'autonomie. Ce qui est marquant aussi, c'est qu'on voit derrière vous des marches, des gradins avec de l'herbe. Opel est une marque accessible et l'Ampera i, c'est la voiture de Monsieur Tout-le-Monde finalement. C'est une très bonne remarque. Effectivement, on pourrait se dire que investir dans des mètres carrés, on pourrait prioriser le parking, mettre des voitures et un surnombre de voitures. Ce n'est pas exactement comme ça qu'on veut construire et reconstruire notre marque Opel. Opel est une marque que l'on veut accessible. Et l'accessibilité, eh bien, ça nécessite que les gens passent du temps chez nous. Et en mettant des gradins comme cela, en mettant des prises d'électricité, des prises USB, eh bien, ça permet aux gens de passer du temps chez nous. Passer un petit peu de temps, évidemment avec l'Ampera i, mais aussi avec l'ensemble de l'univers de marques que vous avez autour pour vous redonner une nouvelle idée d'Opel. Cette marque accessible qui est en train de se reconstruire, eh bien, ça passe aussi par des gradins sur un stand au Mondial de Paris. Copie intégralement revue pour l'Ampera i. Quelles sont vos ambitions avec ce véhicule, Éric Vépierre ? Pour nous, l'Ampera i, déjà, c'est une rupture, rupture dans l'électromobilité. Donc, c'est un véhicule qui est important. On pense aujourd'hui que ce véhicule aussi, au-delà de l'autonomie, qui est quand même 100 km de plus, on va dire qui fait partie des meilleures performances annoncées sur le mondial. Ouais, 100 km, et c'est pas un véhicule qui va arriver dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, c'est un véhicule qui arrive au printemps. Ouais. Et c'est pas un véhicule avec ce qu'on appelle un range extender, c'est-à-dire il n'y a pas de prolongateur d'autonomie. Du tout, c'est tout électrique. C'est pas triché, c'est du vrai électrique. C'est tout électrique et on est encore réellement pionnier. Vous savez qu'en 2012, on avait lancé l'Ampera, qui était aussi voiture de l'année. Donc c'était un véhicule électrique mais avec une autonomie étendue. Donc là c'est un véhicule aujourd'hui avec 500 km d'autonomie. Mais au-delà de ça, c'est un vrai véhicule. C'est un véhicule avec, on va dire, 5 places, beaucoup d'habitacles. C'est aussi l'équivalent d'une Mégane ou d'une 308, par exemple. Oui, ou une Astra, si vous voulez. Oui, une Astra. Peut-être l'Astra. Bien sûr, vous avez tout à fait le droit de citer vos modèles. Vous êtes là pour ça. Donc c'est l'habitacle d'une Astra. C'est un véhicule aussi beaucoup de plaisir, quand même 204 chevaux. Donc ça va vite, c'est puissant. Et au-delà de ça, c'est surtout, et c'est pour nous important, c'est un véhicule qui est connecté. Vous savez que la connectivité fait partie d'une des valeurs d'Opel. Donc c'est un véhicule bien entendu avec l'infotainment, vous avez bien entendu l'intégration avec Apple CarPlay, Android Auto, mais au-delà de ça avec OnStar, Opel OnStar. Le fameux OnStar, ça c'est vraiment innovant, tout à fait, oui, avec l'appel d'urgence et la conciergerie. En série, enfin pas en série, en option, OnStar, voilà. Enfin intégré à des packs de finition. Il y a quand même un véhicule sur 2 qui est vendu avec OnStar, qui est vendu aujourd'hui avec OnStar, avec un abonnement gratuit pendant 12 mois. Donc vous voyez, ça fait déjà une masse de véhicules. Tout à fait. Et d'ailleurs, si je peux rajouter, on a été honoré puisqu'on a reçu au Mondial de Paris le coup de cœur pour la voiture connectée, pour l'Ampera i de 01 Net.
Donc on était très enchantés, en tout cas, très honorés de recevoir ce prix. Bon, ça veut dire que vous allez dans le bon sens. Alors toujours dans l'état d'esprit plus chaleureux, plus fun de la marque, vous avez décidé de vous inspirer de vos clients eux-mêmes. On est dans le coin personnalisation autour de la nouvelle Adam Rocks, magnifique, avec un concours Adam Yourself. Oui, Adam Yourself, c'est un concours qu'on a organisé au mois de février dernier où nous proposions à nos internautes, à nos fans sur Facebook, eh bien, de configurer la dame de leurs rêves. Et on a récolté un certain nombre de milliers de configurations et nous avons fait gagner un fan. On a fait gagner sa configuration. Et il a gagné la voiture, mais il a aussi gagné le droit d'avoir sa configuration commercialisée dans nos concessions. Aujourd'hui, vous avez une série limitée qui s'appelle Adam Yourself, qui est publicisée actuellement en presse. Et aujourd'hui, les concessionnaires vendent cette Adam dans tous nos showrooms. Ce n'est pas la dame de Haute-Savoie, c'est la dame personnalisable, Éric Vépierre. C'est plutôt sympa, sympathique de donner, on va dire, le pouvoir aux internautes. Et en tout cas, on est content. Et de sortir une série spéciale derrière. Ça, c'est une performance d'industriel. Oui, et puis on a voulu aussi montrer que la Dame, c'est un véhicule, une citadine chic, mais aussi personnalisable à outrance. Et on l'a bien montré avec ce concours. Qui n'est pas outrancier du tout d'ailleurs. Hein. Et puis vous révélez sur ce Mondial 2016 la nouvelle génération d'un de vos best-sellers, le Moka, qui devient le Moka X. Star des ventes qui vient d'être revisitée. Les concessionnaires viennent de la recevoir en concession aujourd'hui. Revisitée puisqu'elle a un nouveau look, nouvelle face avant, revisitée à l'intérieur. Alors pour le coup, une refonte complète de l'intérieur avec OnStar, avec écran tactile. Fini la multitude de boutons. Aujourd'hui, vous avez la vraie connectivité Opel avec la projection des smartphones. Donc, elle embarque toute la connectivité que l'on souhaite aujourd'hui dans une Opel. Et vous avez le design du Moka qui a été, qui a été amélioré, qui a été épuré, allongé, modernisé. Et aujourd'hui, vous pouvez le voir sur le Mondial de Paris. Et le Moka qui s'est vendu à près de 13 000 exemplaires depuis le début de l'année, mais dont les ventes commençaient un petit peu à s'éroder. Cette nouvelle génération arrive à point, Éric Vépierre. Le Moka, c'est pour nous une success story, Ouais. que ce soit en Europe mais aussi en France. Même si on avait peut-être une chute des ventes, c'était quand même le premier véhicule importé, resté quand même premier importé jusque... Oui, on en voit partout sur les routes, on en voit c'est indéniable. Et donc, oui, avec le nouveau Moka X, on va amplifier, on va dire, ce success story. Un très très beau véhicule. On a déjà reçu une belle réception, en tout cas, de ce véhicule. Alors justement, on va parler un petit peu du business de la marque en France. Hein. Opel pèse 3,5% du marché hexagonal, donc des ventes de voitures. Progression de 8,3% en 2016. Ça y est, vous êtes dans le match. Oui, alors on voit déjà une progression maintenant depuis quelques années. C'est vrai que sur cette année, on a fortement on a progressé beaucoup plus que le marché. On est une des 5 marques à avoir progressé sur le marché français. Oui, alors plus 8,6% dans un marché à plus 5,7%, donc vous êtes un petit peu au-dessus. Hein. Voilà, et en particulier sur le marché du privé, enfin du particulier, où là on a progressé de 6% pour un marché qui a progressé à peu près de 1%. Et ça sans le Moka, vous l'avez dit, hein, le Moka était en fin de vie. Donc là on va pouvoir compter sur le nouveau Moka X qui va nous aider encore à amplifier on va dire le mouvement, et aussi le nouveau Zafira, puisqu'on a lancé sur le mois de septembre la nouvelle génération de ce modèle. Et avec un réseau considérablement modernisé, allez découvrir les nouveaux concessionnaires Opel avec leur Black Box. C'est un concept extrêmement attrayant en tout cas. Et bien sûr, venez découvrir le stand Opel sur le Mondial. Il se situe dans quel pavillon, rappelez-nous précisément? Hall 5. Hall 5, et c'est au premier étage, hein, voilà, au deuxième niveau. Magnifique stand. Merci Éric Vépierre. Vous restez avec nous pour commenter les autres rubriques, bien sûr. Alors l'intégration des technologies comme sur le Moka X, des technos de sécurité, mais aussi de connectivité et de divertissement, c'est aussi, il faut le savoir, et parfois surtout, grâce au partenariat étroit avec les grands équipementiers mondiaux. On le découvre dans Équipement. Jacques Mauge, président de la FIEV, la Fédération des industriels des équipements pour véhicules. Qui sont les grands équipementiers français aujourd'hui ?
Alors nous avons la chance de compter parmi les grands adhérents de la FIEV des champions mondiaux. Donc le premier étant Faurecia, qui fait plus de 20 milliards de chiffre d'affaires dans le monde. Nous avons ensuite Valeo, ensuite Plastic Omnium. Et puis il y a Michelin aussi, qui n'est pas un équipementier, c'est un manufacturier, mais qui compte parmi les qui grands... est dans la famille. Qui est dans la famille, qui est un des grands champions mondiaux également. Et on a Valeo et Faurecia et Michelin exposant sur le Exactement. mondial. Ils sont tous là. Cette année, pour la première fois, ils sont tous là. Ouais, Donc les équipementiers sont très bien représentés dans cette édition du mondial. Oui, c'est un peu l'esprit de la totalité d'une filière qui est présentée. Exactement. Les équipementiers jouent un rôle de plus en plus important dans l'innovation, dans la fourniture d'équipements à forte valeur ajoutée technologique. C'est une demande des constructeurs. Les constructeurs ont besoin de cette recherche et développement. Ils la réclament. Nous fournissons plus de 80% du contenu d'un véhicule aujourd'hui. En termes de valeur, de coût de production. Oui, voilà. Donc, alors, évidemment, ça nous donne un poids très important, mais nous savons aussi rester à notre place, dans la mesure où ces technologies, évidemment, sont choisies par les constructeurs, et le fournisseur lui-même est choisi par le constructeur. Oui. Donc, en fait, c'est un travail en commun que l'on fait ensemble. On ne peut pas faire de l'innovation sans le constructeur, et le constructeur ne peut plus faire d'innovation sans l'équipementier. Donc, c'est vraiment un travail en commun. Quel est le chiffre d'affaires global des équipementiers français qui sont, vous le rappeliez, pour certains des champions mondiaux? Alors, le chiffre d'affaires France des équipementiers français, c'est 16,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Alors, en France. En France. Voilà. Si on prend dans le monde entier, évidemment, c'est beaucoup plus important. Bien plus important. Et on souligne la bonne santé des équipementiers français. Oui, ils sont tirés par les productions de véhicules aussi. Exactement. Donc, effectivement, on est assez en ligne avec les volumes de production des constructeurs. Il faut savoir que les marchés sont vous l'avez cité vous-même dans le point d'actualité, sont variables selon les régions. Donc il est très important pour nous, équipementiers, et c'est la même logique pour les constructeurs, d'être représentés partout dans le monde afin d'avoir une moyenne tirée à la hausse. On ne peut pas être que dans les régions faibles. Il y a deux priorités, les régions en forte croissance et également les technologies en forte croissance. L'équipementier doit déplacer son business sur les technologies à forte valeur ajoutée et sur les régions à fort potentiel. Alors est-ce que vous pouvez nous exposer un petit peu les grandes familles de produits à valeur ajoutée, d'ensemble sur lesquels vous êtes attendus, vous les grands équipementiers? Alors on a parlé du véhicule autonome, on a parlé du véhicule connecté, du véhicule étendu. On voit bien que la mobilité qui devient un service entre partout dans le véhicule, touche l'ensemble des équipements. Donc c'est pour les équipementiers une formidable opportunité. Donc c'est un secteur où on consacre des montants de recherche et développement très importants. Oui, tout à fait colossaux. Mes adhérents consacrent pour certains d'entre eux plus de 10% de leur chiffre d'affaires. Je crois que c'est le cas de Valeo et de Faurecia. Oui, exactement, voilà. Plus de 10% dans la R&D, sachant qu'il faut dégager aussi des résultats. Vous imaginez la marge opérationnelle qu'il faut pouvoir assurer pour maintenir ce niveau de R&D. Oui, il y a une pression absolument colossale. On va prendre l'exemple de Faurecia, par exemple, qui est en excellente santé. Un stand bourré d'informations où Faurecia présente des cockpits complets de véhicules, parce que c'est plus des tableaux de bord, ce sont des cockpits aujourd'hui. Oui, tout à fait. On voit bien ce que peut apporter un grand équipementier qui s'est développé dans l'intérieur du véhicule. Faurecia a d'autres activités que l'intérieur du véhicule, mais c'est une activité forte au niveau des sièges, au niveau du cockpit, au niveau de la planche de bord, de la console centrale. En fait, on intègre énormément de choses. Exactement, énormément de capteurs. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, ce sont des fournisseurs. Alors, on a coutume de dire de rang 1. Lorsqu'on s'approche très près de l'assemblage du véhicule, on peut même parler de 0,5. De rang 0,5 parce que vous êtes implanté dans ces cas-là à côté de l'usine de fabrication, à proximité. Et très intégré dans la logique d'assemblage du constructeur. Alors pour qu'on comprenne bien, et pour terminer ensemble, vous parliez du rang 1, c'est-à-dire ces fameux champions, ces très grands équipementiers, et puis en dessous, ils font travailler une série finalement non pas de sous-traitants, mais de co-traitants, parce qu'on est bien dans un esprit de filière. Exactement. Et ça, c'est le tissu industriel français. Exactement, c'est le tissu sur lequel la FIEV travaille avec l'ensemble des équipementiers. Nous avons
au sein de la PFA, la plateforme automobile, toute une activité visant à coordonner cette filière et à l'élever au plus haut niveau en s'appuyant sur les développements des uns et des autres et en soutenant de la PME à l'ETI, leur déploiement à l'international et également le développement de leur recherche et développement. Et puis on a des success stories récentes chez les équipementiers. On a suivi dans Good Morning Mondial l'annonce, c'était il y a 3 jours, de Mecaplast, plasturgiste franco-monégasque, on précise monégasque aussi, qui a annoncé le rachat d'un concurrent nord-américain. Mecaplast doit peser aujourd'hui plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Cocorico. Ben oui, vous voyez, c'est un autre exemple de la bonne santé et de la stratégie de développement régional, également technologique des équipementiers. La double stratégie nécessaire à leur croissance. Bon, la France a des champions, il faut le retenir et créer de l'emploi. Je crois que c'est 75 000 emplois aujourd'hui en France pour les équipementiers. Oui. Merci beaucoup Jacques Mauge. Merci. Alors l'innovation change, l'automobile et les équipementiers, on le comprend bien, ils prennent toute leur part. Toute la filière doit s'adapter très vite, notamment en réparation. Et je vous propose de découvrir toutes ces conséquences sur un métier que l'on croit à tort trop traditionnel, celui de carrossier, c'est dans les pros. Découvrons ensemble cette réalité d'un métier qui a fondamentalement évolué ces dernières années, le métier de carrossier. Merci d'être avec nous, Alain Bessin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le patron du réseau 5 Star. 5 Star, c'est plus de 400 carrossiers en France. C'est un réseau qui est rattaché à l'un des groupes leaders dans le monde de la peinture automobile, Axalta Coating Systems. Alors, les carrossiers doivent en permanence évoluer finalement pour à la fois réparer les automobiles modernes, mais aussi pour répondre aux promesses alléchantes que les assureurs font légitimement à leurs clients. Est-ce que le métier de carrossier parvient à suivre aujourd'hui, Alain Bessin ? Il parvient à suivre, mais à condition effectivement d'être accompagné, parce que c'est un métier effectivement qui évolue et les technologies évoluant et le contexte du rapport au client évoluant lui aussi, nous sommes, nous en tant que réseau, obligés de les accompagner et de leur montrer un certain nombre d'orientations et de voies à suivre. Ouais, les technologies sont galopantes, hein. On a non seulement des capteurs partout autour du véhicule, mais aussi des caméras maintenant dans les rétroviseurs, dans les boucliers, des caméras laser. La formation doit être totalement déterminante. La formation est déterminante et puis surtout maintenant il faut s'équiper de matériel capable de recalibrer tous ces systèmes. Eh oui. Et là se pose effectivement la question de l'investissement, parce que comment peut-on appréhender ce genre de choses, sachant qu'un système de calibrage, il y en a pratiquement un maintenant par constructeur, donc c'est des investissements lourds pour des entreprises qui des fois ne sont pas en mesure de les supporter. Donc là encore, il y a de notre part au niveau du réseau à trouver des solutions, soit de manière autonome ou soit en partenariat avec les constructeurs. Alors que l'on comprenne bien, hein, un carrossier aujourd'hui, quelle est la taille de l'entreprise, le nombre de salariés, le chiffre d'affaires moyen dans le réseau 5 Star ? Dans le réseau 5 Star, il est d'1 million, mais ce n'est pas obligatoirement le reflet exact de ce qui se passe dans la carrosserie. Globalement, vous avez un réseau un petit peu plus étoffé en termes voilà, et avec de poids effectivement en termes de chiffre d'affaires, sachant que dans la carrosserie, on doit plutôt être autour de 600-700 000 euros moyen de chiffre d'affaires. Pour combien de salariés à peu près ? La moyenne est autour de 5. De 5 salariés, voilà. Donc on a des entreprises aujourd'hui qui investissent énormément pour être là demain. C'est la vraie problématique finalement. C'est la problématique. Il faut dégager du résultat pour pouvoir investir en permanence, acheter les matériels pour réparer toutes les marques. Tout à fait, et comme vous l'avez dit à l'instant, c'est un métier aussi qui, au travers des apporteurs d'affaires et notamment les assureurs, sont sous pression, et donc il faut jongler avec tous ces éléments. Alors pourquoi est-ce qu'on est en train de parler de cette pression qui n'est pas forcément à prendre d'un côté négatif ? C'est parce que, évidemment, vous avez deux clients. Vous avez le consommateur, mais vous avez aussi les assureurs auxquels vous devez répondre, puisque eux promettent parfois presque la lune à leurs assurés. La lune, c'est beaucoup dire, mais effectivement, un certain nombre de services qui... La lune montante ou la lune descendante. qui sont parfois un peu difficiles à mettre en œuvre. Comme par exemple
Notamment, je pense au service à domicile, par exemple, où on vient avec un véhicule de remplacement chercher votre véhicule accidenté. On vous met à disposition ce véhicule et quand la réparation est effectuée, on retourne chez vous ou sur votre lieu de travail, vous remettre votre véhicule à disposition. Donc ça demande derrière une organisation et une taille d'entreprise qui ne correspond pas tout à fait à ce qu'est aujourd'hui la taille normale d'une carrosserie. Oui, parce que vous êtes obligé, enfin chaque carrossier est obligé d'avoir presque des dizaines de voitures de remplacement finalement. Mais c'est déjà ce qu'ils ont. C'est le cas. Je vois au niveau de notre réseau, ils ont une douzaine en moyenne de véhicules de remplacement par entreprise. Et donc derrière, il faut bien sûr faire tourner tout ça. C'est une vraie gestion. Et puis avec, dans le cas d'un service à domicile, des hommes qui sont dédiés aussi pour justement des jockeys qui vont et viennent pour récupérer les véhicules. Ouais. Garantir la qualité totale aux assurés et aux assureurs, n'est-ce pas mission impossible? Non, c'est une mission qu'on essaye de faire au quotidien, de remplir au mieux, mais effectivement, il faut un moment que le niveau d'exigence ne soit pas trop élevé parce qu'il y a en face des entreprises qui ont besoin aussi de tourner, d'avant tout de réparer les véhicules, de satisfaire les clients. Et quand la contrainte devient trop forte, ça devient effectivement difficile pour des petites entreprises. Et d'ailleurs, dans votre réseau, vous emmenez vos carrossiers vers cette qualité totale avec des programmes d'accompagnement? Exactement, ça fait aussi partie des rôles fondamentaux d'un réseau, c'est d'accompagner nos carrossiers, bien sûr, sur la formation, comme on l'a déjà dit, mais sur l'adaptation à toutes ces nouvelles technologies. Notamment, on est confronté maintenant aux matériaux composites. Nous sommes donc, comme on le disait, confrontés aux caméras embarquées, etc. Donc tout ça, c'est des évolutions qu'il faut prendre en compte. Et puis bien avec sûr. Aussi une nouvelle relation au client, aussi la digitalisation et tous ces systèmes maintenant qui permettent au client de connaître l'état de son véhicule au fur et à mesure qu'elle est réparée. Parlons-en quelques secondes de cela, parce que j'ai cru comprendre que le réseau 5 Star avait équipé ses adhérents d'un procédé qui permettait de montrer au client sur son smartphone, par exemple, le suivi des réparations. C'est le cas, effectivement. Nous avons maintenant un procédé qui permet sur des étapes bien calibrées, d'informer le client de l'état d'avancement des travaux de son véhicule. C'est-à-dire exactement comme quand on va chez Orange ou chez SFR, on reçoit un SMS de bienvenue quand on arrive quasiment dans l'atelier, et toutes les étapes de réparation, on reçoit un message. Voilà, ça va donc du message de bienvenue jusqu'à l'enquête de satisfaction, en passant par plusieurs étapes. On évite les étapes trop traumatisantes du véhicule complètement démonté ou prêt à aller en cabine de peinture, parce que ça, c'est effectivement des images qui vous éviter. Oui, tout à fait. Oui, on a démonté toute votre voiture, elle est en pièces. On ne sait pas si on va y arriver. Éric Vépierre, costaud les carrossiers indépendants, et dans le réseau Opel, qu'en est-il? La carrosserie est toujours... on va dire une activité génératrice de revenus à partir du moment où c'est bien travaillé. Donc on a des concessionnaires. Là on a un réseau de professionnels. Exactement. Donc à partir du moment où nos concessionnaires investissent, oui, c'est générateur de profit. Maintenant, tous ne vont pas dans cette activité qui n'est pas... Certains sous-traitent au réseau 5 Star en local, c'est certain. On le fait. D'autres ont décidé aussi d'avoir une carrosserie en propre. Mais encore une fois, c'est une activité où il faut vraiment s'occuper, de mettre de l'investissement, de la professionnalisation, du service. C'est assez impressionnant. Ça nécessite beaucoup de travail. Donc il faut s'y mettre à 100%, s'impliquer à 100%. Retour aux voitures neuves maintenant. Merci beaucoup Alain Bessin. Elles sont toujours chères, nos chères bagnoles qu'on aime beaucoup. Bah oui, parce qu'elles emportent tous les contenus technologiques que l'on a décrits tout à l'heure avec Jacques Mauge, président de la FIEV. Mais sont-elles accessibles aux jeunes acheteurs potentiels? On y répond dans l'écho. Avec vous, François Bellorget, vous êtes expert de la filière automobile au sein du cabinet EY. J'espère que je l'ai dit comme il fallait. Parfait. Y a-t-il encore des jeunes pour acheter des automobiles aujourd'hui? Alors oui, il y a encore des jeunes, même si la question que vous posez est particulièrement valide, parce que les chiffres
qu'on observe en termes d'âge moyen, en particulier dans les pays développés pour l'achat d'une voiture neuve, hein, ça ne veut pas forcément dire d'acheter une voiture, mais une voiture neuve, sont très élevés puisque ils sont en France de 55 ans à peu près, hein, c'est un tout petit peu en dessous, mais environ 55 ans. 53 ans, voilà, pour être précis. Et dans le monde, c'est aussi plus de 50 ans, c'est 52 et quelques. Donc on est très clair, c'est l'achat de la première voiture neuve, finalement en moyenne 53 ans. Il faut attendre longtemps avant d'accéder aux rêves que l'on visite tous les 2 ans sur le mondial. C'est vrai, alors c'est pas vrai partout, parce qu'à l'inverse, dans les pays émergents, c'est beaucoup plus tôt, et l'âge moyen d'un acheteur en Chine, par exemple, il est 35 ans. Donc on voit qu'il y a une différence très très importante entre nos pays aujourd'hui, hein, parce Absolument. que c'est un marché d'équipement. Là, il y a une différence avec nos marchés en Europe, c'est que nous sommes dans des marchés de renouvellement aussi, avec des véhicules chers à fort contenu technologique. Alors c'est vrai, mais le prix n'est pas forcément le facteur le plus explicatif. Oui, alors justement, ça c'est important à dire. Alors oui, parce qu'on pourrait penser ça, après tout. Une des raisons pour lesquelles les jeunes... Est-ce que c'est parce qu'elles sont trop chères? Alors, c'est évidemment très difficile de comparer les véhicules d'aujourd'hui avec les véhicules d'il y a 15 ou 20 ans, puisque leur contenu a complètement changé. Il y a eu une étude qui a été faite, et par exemple, qui comparait une Renault 5 d'il y a 20 ans avec, non pas une Clio d'aujourd'hui, mais avec une Logan. Parce qu'en termes de contenu technologique, finalement, on est plutôt proche. La même chose. Et là, le prix serait plutôt à peine plus bas, en réalité. Aujourd'hui. Donc, c'est pas forcément une question de prix. Oui. Par contre, il y a clairement une sophistication des moyens de transport collectifs dans les centres urbains, puisqu'en réalité, là aussi, l'autre phénomène qu'on a par rapport aux jeunes, ils achètent moins, mais ils utilisent beaucoup plus. Sauf qu'en ce qu'on appelle l'intermodalité, c'est-à-dire les autres moyens de transport. Absolument, mais ça c'est surtout un phénomène urbain, parce que dès que vous éloignez un petit peu des centres urbains, moi qui viens de province, sans voiture, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Donc en réalité, la sophistication des moyens mis à disposition dans les centres urbains contribue à ça, et puis il y a ces nouveaux usages où on se dit après tout... Les nouvelles mobilités, les blablacar, les drive-in. Blablacar pour le covoiturage ou Autolib, pour prendre cet exemple-là, sur l'autopartage, bien sûr. Alors soyons un petit peu prospectifs. Comment rapprocher, par exemple, les actifs de 35-40 ans qui ont déjà les moyens, eux, d'acheter une voiture neuve, de l'acte d'achat automobile? Alors, il y a quand même une tendance de fond qui va probablement faire qu'on achètera moins en moyenne par rapport aux usages qu'on a. Oui, donc ça, je crois qu'il faut l'admettre. C'est important à dire. Oui, c'est la filière automobile qui doit l'admettre, effectivement. Voilà. Alors, est-ce que ça aura, par exemple, un effet aussi sur le marché dans sa totalité? C'est pas sûr, parce que comme les voitures vont être aussi plus utilisées, elles vont plus vite s'user, puisqu'aujourd'hui, elles sont très très peu utilisées. C'est une des raisons pour lesquelles on fait de l'autopartage. Oui, bien sûr. Il y a aussi le fait que quand vous utiliserez des voitures de flotte, vous aurez probablement une attente en termes d'entretien, de qualité de la voiture, peut-être plus élevée que quand vous avez votre vieille guimbarde, vous acceptez peut-être qu'elle soit un peu en moins bon état. Donc tout ça va aussi probablement renouveler les voitures un petit peu plus. Donc, alors comment est-ce qu'on attire les plus jeunes? Je crois qu'on en a pas mal parlé, connectivité. Les jeunes revenus, les jeunes c'est 35-40 ans plutôt, c'est pas les 18-25 ans qui achètent des voitures neuves, même si vous en rêvez, parmi les plus jeunes de nos internautes. Mais la technologie va des le moyens faire. D'acheter des voitures. Il y a quelque chose qui est frappant, c'est que les marques premium, curieusement, ont un âge d'achat un peu plus bas que les marques généralistes. Alors, ce qu'on dit premium, c'est par exemple BMW, Mercedes, Audi pour prendre les trois allemandes qui dominent ce marché-là. Oui. Et donc, c'est intéressant parce que ça veut quand même dire qu'on peut attirer une clientèle plus jeune en leur offrant un produit plus sophistiqué, plus attractif en réalité dans ses fonctionnalités, dans sa connectivité. Le côté objet technologique finalement attire des consommateurs. Vous constatez la même chose, Éric Vépierre, cet âge moyen qui est assez élevé pour l'achat d'une voiture neuve? On est à peu près à quelques mois près dans cette moyenne des 55 ans, 53 ans. Donc oui, on constate aussi un âge moyen qui est assez élevé aussi chez Opel. Ouais. Et avez-vous une idée particulière, une recette magique pour attirer ces jeunes actifs qui peut-être se détournent des marques généralistes pour aller acheter des véhicules premium? On en a parlé. L'Ampere AI pourrait très bien cibler cette population. Voilà, on en a parlé, toute la partie technologique, et c'est aussi, j'en ai parlé un petit peu auparavant, de vraiment démocratiser l'innovation, la technologie et la connectivité. C'est notre credo au niveau d'Opel. Donc, et aussi
d'être extrêmement présent sur Internet, au niveau digital. Donc là, c'est aussi quelque chose qui est important, et de moderniser la marque. Effectivement, il y a eu peut-être un peu de retard à l'allumage des constructeurs sur la digitalisation. Aujourd'hui, on est en plein dedans et on le voit bien dans les allées du mondial. Alors justement, le monde est bien fait ce matin, puisque maintenant nous allons vous parler des nouvelles formules de financement automobile. C'est dans la conso. Et nous ont rejoint sur le plateau Sylvain Schuller, vous êtes directeur marketing de la DIAC. Bonjour. Bonjour, l'organisme de financement pour Renault, mais peut-être aussi pour Nissan. Pour Nissan également, pour Dacia, pour l'ensemble des marques de l'Alliance. Voilà, en tout cas pour la France, puisque vous êtes directeur marketing de la DIAC en France. À côté de vous, Denis Verlinde, directeur Automobile France pour CGI. Bonjour. Bonjour. Denis Verlinde, excusez-moi, j'ai écorché votre prénom. Filiale du groupe Société Générale CGI dédiée au financement automobile. Alors messieurs, on rappelle que 3/4 des voitures neuves sont achetées avec un financement en France aujourd'hui. C'est bien cela, Denis Verlinde? Tout à fait. Ouais. En particulier sur le lieu de vente, c'est-à-dire en concession. Ce que l'on ne sait pas d'ailleurs, ce que vous ne savez pas, chers internautes, c'est que les concessionnaires ont des obligations et des formations indispensables pour avoir le statut d'intermédiaire en vente de produits financiers. Donc quand vous allez faire un financement en concession, c'est pas sur un coin de table, c'est du sérieux. Alors fini aujourd'hui le taux à la papa, finalement, vous proposez de consommer l'automobile en mensualité. Tout à fait. Et le mot que vous utilisez est très pertinent, c'est la consommation. Donc on est passé d'un modèle de possession à un modèle d'utilisation et consommation qui se reflète d'ailleurs dans notre gamme de produits. Eh oui. Même chose chez vous, Sylvain Schuller. Donc DIAC propose des offres de financement qui sont par mensualité. On le voit partout dans les publicités Renault, Nissan et Dacia. On est plus lié à l'usage de l'automobile et du coup, nous, on essaie d'intégrer un maximum de services pour justement lisser le budget automobile pour nos clients sur des budgets assez maîtrisés sur la durée. Alors expliquez-nous comment vous commettez le tour de force de proposer une Dacia au prix d'un journal. Parce que ça, c'est la pub, je n'invente rien. Ou d'un bagel, ou d'un éclair au chocolat. En fait, c'est peut-être un éclair au chocolat, pas tout à fait quand même. Voilà, il y a la pub avec la petite peinture métal bleu qui marche très bien également. Non, c'est uniquement des produits locatifs où on a une accroche à la journée qui nous permet d'avoir un budget qui parle beaucoup plus à notre clientèle Dacia, qui est très sujette à ce type d'offre et qui, du coup, on a inversé la tendance, où le client Dacia était plutôt intéressé à une notion de propriété. Et comme on disait précédemment, on est passé vraiment à l'usage et on a un budget automobile qui est maîtrisé sur l'acquisition de ce type de voiture. Oui, c'est ça, parce qu'on est en train finalement de parler de la LOA, la location avec option d'achat, ou pour le client particulier, je crois que techniquement c'est plutôt du crédit ballon, Denis Verlinde. Il y a les deux. Il y a les deux aujourd'hui pour les particuliers. Il y a les deux. Oui, il y a les deux. Alors, en quoi cela consiste-t-il? Est-ce que vous pouvez nous expliquer techniquement, sans rentrer trop dans les détails du banquier? Je vais essayer. Déjà, la CGI, on n'est pas trop banquier, on restait très pragmatique auprès de nos clients. Des financeurs créatifs en plus. Bien joué sur le côté marketing. Je prends des leçons. Non, c'est un produit qui nous donne énormément de flexibilité. Flexibilité au début du contrat, pendant le contrat et surtout à la fin du contrat, où le client a le choix de garder le véhicule, de le rendre auprès de la concession, ou de changer le véhicule et prendre un nouveau contrat de financement. Donc c'est vraiment cette flexibilité qui est importante et la maîtrise du budget, comme on vient de l'évoquer. Bien sûr, il n'est pas propriétaire de son véhicule dans ce cadre-là. Qui est le propriétaire? C'est la société de financement. C'est la société de financement. Donc DIAC dans le cas de Renault, Dacia et Nissan, et donc CGI dans votre cas. Je crois que vous intervenez... on va dire en marque blanche pour un certain nombre de marques automobiles. Pour 12 marques automobiles en France. 12 marques automobiles en France. Est-ce que vous avez le droit d'en citer certaines? Oui, Kia, Hyundai, Porsche, Tesla. Oui. Et pas Opel pour l'instant en voiture neuve. Non. Voilà, c'est ça. Bon, ça viendra peut-être un jour. En tout cas. Eux, ils sont très performants avec leur captive. Oui, voilà, GMAC Bank, c'est ça votre captive, Éric Vépierre. Et donc, vous proposez du financement véhicule neuf en LOA aujourd'hui. L'intérêt, vous l'avez déjà dit, messieurs, c'est de pouvoir associer finalement des services. Sylvain Schuller, quels services exactement? Alors, tout type de services. Là, ce qu'on a intégré essentiellement avec Renault et qu'on a aussi poursuivi avec Nissan, c'est le contrat d'entretien, qui est un poste assez important, en tout cas,
dans la durée de détention des véhicules de nos constructeurs. Donc on l'a packagé à nos services et du coup, voilà, avec un budget mensuel maîtrisé pour nos clients, du coup assez naturellement, ce type de service voilà, remporte l'adhésion. Après, vous avez toutes sortes de services, d'extension de garantie, d'assurance à la personne, Oui. qu'on peut Qui est très également demandé packager. aujourd'hui parce que c'est rassurant. Voilà. Exactement. Et puis le contrat d'entretien, aujourd'hui, il est devenu beaucoup moins onéreux qu'il n'était Voilà. par le Et passé. surtout quand il est intégré à une mensualité, oui. du coup pour le client, il y a une notion de budget tout compris. Reste plus qu'à intégrer l'assurance auto et on aura fait à peu près le tour du poste automobile. Ah oui, alors quand vous dites il ne reste plus qu'à intégrer l'assurance auto, vous allez nous lâcher un petit scoop là sur le plateau. Non, alors, on a déjà lancé l'assurance auto il y a plus d'un an chez Renault avec un succès assez important parce qu'on a fait plus de 15 000 contrats. Oui. Et voilà, on réfléchit Donc fortement. Vous allez déployer beaucoup plus fortement. Tout à fait, oui. Avec notre partenaire avec lequel on travaille. Et on essaie d'innover beaucoup. Là, on a lancé l'assurance au kilomètre pour Zoé à l'occasion du mondial. Tout à fait. Ces derniers jours, ça a été annoncé, effectivement. Connecté à Airlink. Voilà, donc c'est des pistes de réflexion sur lesquelles on essaie d'être au plus près des besoins et de notre réseau et de nos clients finaux. Mais alors on pourrait penser, Denise Verlinde, que tout cela, ça peut se faire dans le cadre d'un crédit, parce que les taux sont bas aujourd'hui. Quels sont les avantages supplémentaires, les plus de la LOA ? Ben déjà, je me répète un peu, c'est la consommation. C'est maîtrisé, c'est budgétisé. Oui. Et c'est la flexibilité. Ouais, je vais vous aider un peu quand même, parce que techniquement, quand on prend un crédit, il me semble qu'on finance sur la totalité du prix du véhicule. Tout à fait. Quand on prend une LOA, c'est pas le cas, c'est moins que ça. C'est pas le cas, mais on peut avoir le même impact avec un crédit ballon. Un crédit à ballon, on peut avoir les mêmes avantages. Tout à fait. Mais c'est surtout sur la LOA avec le ballon, on ne finance pas la totalité du prix d'achat. Ce qui a un effet sur la mensualité, bien sûr. Sur la mensualité, on tout ne à fait. finance donc que l'usage. Mais il y a aussi, chers internautes, ce qu'on appelle la valeur résiduelle du véhicule. Elle a beaucoup monté ces dernières années parce que les véhicules ont progressé en qualité. Et donc, à la fin, vous reprenez le véhicule plus cher, ce qui veut dire que vous financez une partie moindre en LOA. Déjà, petite différence avec mon collègue, c'est que le CJ, on ne reprend pas beaucoup de véhicules. Oui. Vu que les VR sont bien maîtrisés par les valeurs résiduelles sont bien maîtrisées par les concessionnaires, ils ont intérêt à le reprendre eux-mêmes. Donc, si le client rend le véhicule, c'est surtout le concessionnaire qui reprend le véhicule. Oui, c'est ça. Confirmation, Sylvain Schuller. Donc, chez Renault, on reprend beaucoup de voitures aussi, et ça rentre dans le business des concessionnaires. Et on essaie de les renouveler dans la mesure du possible. Bien sûr, bien sûr. Et l'avantage de la LOA, c'est effectivement cette valeur résiduelle qui a beaucoup monté chez Renault. Même chose chez Opel. Éric Vépierre, vous avez lancé, vous, un produit de LOA qui cartonne. Oui, c'est important, parce qu'on a parlé beaucoup de l'avantage pour le consommateur. Il y a aussi beaucoup d'avantages aussi pour le réseau. De réduire, en tout cas, la durée de détention du véhicule, de passer de 5-6 ans à... Oui, de vente de la consommation automobile. Exactement, donc de renouveler, on va dire, plus rapidement le véhicule, et aussi de fidéliser, puisqu'avec un produit de LOA, vous fidélisez bien entendu les consommateurs aux concessionnaires. Donc, le produit s'appelle Flex Finance. Flex Finance. Flex Finance. Mais on a aussi fortement progressé, puisqu'on a investi depuis maintenant 2-3 ans sur ce produit. Vous pouvez voir d'ailleurs, à peu près toutes nos communications sont aujourd'hui en LOA, avec le produit Flex Finance et de l'entretien compris. Il y a notamment le nouveau Moka X que vous pouvez découvrir sur le stand d'Opel à partir de 219 € par mois pour une voiture de 22 000 €. Voilà, ça parle et ça illustre tout ce que l'on vient de dire. Merci messieurs pour cet éclairage sur le financement avantageux aujourd'hui et qui vous simplifie la vie, chers automobilistes. On termine par les bons plans du mondial. Inutile de vous le cacher, au-delà de l'innovation, les exposants du Mondial de l'automobile n'ont pas oublié de présenter des voitures sportives, celles qui vous font rêver. Mais au fait, les voitures de sport sont-elles vraiment réservées aux hommes? C'est la good question du jour avec notre reporter Johanna. Franchement, je vais faire une sensation sur mon Instagram. Les voitures de sport ne sont pas réservées que aux hommes, mais aussi aux femmes. Mais pourquoi? Tu penses que c'est juste une voiture pour les hommes? Non? Pas du tout. Ah non, certainement pas. Je suis une grande passionnée de voitures sportives et en particulier les Abarth. Moi, oui, j'aime beaucoup les voitures de sport. Pour les femmes. C'est surtout pour les femmes? Oui, bien sûr. Et pourquoi? Pourquoi?
Faut se faire plaisir aussi un petit peu, pourquoi ça serait que pour les hommes? La classe qu'on est dedans, on se sent bien, c'est un accessoire comme un accessoire de mode. Bah pourquoi c'est pas que un sport d'homme tout ça? Parce qu'il y a certaines femmes qui aiment la vitesse, qui aiment rouler dans des belles voitures de sport et pas que les belles voitures, des berlines ou quoi. Il m'a entraîné dans son rythme et puis dans sa passion, donc du coup maintenant j'aime bien. Elle est belle. Elle est magnifique. Je nettoie les dents, mais pas mal. Something, I wanna be started something, you got to be started something. C'est qui paye? L'homme. Les voitures de sport, c'est définitivement pour les femmes. Surtout si c'est monsieur qui paie. Et oui, on le dit parfois, ce que femme veut, Dieu le veut. Et en attendant sur le mondial, autre bon plan avec vous, Robert Puyal, vous êtes rédacteur en chef. Bonjour, vous êtes rédacteur en chef de l'hebdo du mondial et vous nous amenez la 3e fournée qui sort du four là. Et oui, il est tout frais. Alors il faut la montrer de l'autre côté à la caméra. Vous voyez à la caméra, ouais. Manque d'habitude. Alors voilà. le 3e numéro de l'hebdo du mondial, qui est un journal que l'on peut télécharger depuis chez soi. C'est tout l'intérêt de la chose. Il est disponible en PDF sur Médiathèque à la page de mondial-auto.com. Voilà. Et on découvre donc la couverture sur nos écrans. Qu'avez-vous souhaité nous raconter comme histoire sur ce 3e numéro? Alors, il y a 2 grands sujets principaux. On voulait essayer de parler des marques qui sont peut-être moins grandes en surface chez nous que les constructeurs qui viennent immédiatement à l'esprit, mais dont on découvre qu'ils sont parfois leaders de leur marché ailleurs, ou que demain peut-être, voilà, ça passe à l'écran, demain peut-être ils seront parmi les très très grands. Avec des superbes photos à chaque fois, vous avez vraiment été chercher la qualité. Ça renaissait. Et le 2e sujet, c'est la voiture connectée. Vous voyez la couverture ici. Alors ça, c'est une des vraies révolutions du mondial. Tout le monde s'excite beaucoup sur la voiture autonome, qui, moi, en tant que vieux conducteur, m'effraie totalement. Je tenais à le dire une fois l'antenne. On l'a vu tout à l'heure. En revanche, la voiture connectée, voilà qui va nous aider à vivre. Eh oui. Découvrez donc l'hebdo du mondial, téléchargez-le. C'est un journal de grande qualité, c'est totalement gratuit. Et puis, il est distribué aussi dans les allées du mondial. Et c'est sur cette révélation fracassante, comme dirait Jeremy Clarkson de Top Gear, que je remercie nos invités, Éric Vépierre, Opel, Sylvain Schuller et Denis Verlinde, François Bellorget qui nous a quittés, mais aussi Jacques Mauge et Alain Bessin pour tout cela. Et vous, Robert Puyal. Excellente journée sur le mondial. À 11h, c'est Autotechno. Bye bye et à demain matin, 9h30 dans Good Morning Mondial.